Très bien, bon monde, bienvenue à cette nouvelle séance consacrée toujours au module du droit international public et plus spécialement aux sources du droit international public. Donc, si vous vous rappelez bien, dans les premières séances, l'étude et l'analyse de certaines sources de droit international public, aujourd'hui, une nouvelle source de droit international qui n'est mentionnée dans l'article 38 de la charte de la CIJ, une source qui ne manque pas. Donc, c'est ce qu'on essaiera de voir à travers la séance. Aujourd'hui, ce sont des actes unilatéraux. Un acte unilatéral, je ne sais pas si vous avez étudié en droit interne, soit en droit civil ou en droit pénal. Un acte unilatéral, c'est un acte qui émane d'une seule personne. Un acte unilatéral, donc qui émane d'une seule personne et qui pourrait éventuellement avoir quelques effets juridiques, quelques répercussions sur d'autres personnes. Là, en droit public, lorsqu'on parle des actes unilatéraux, on cible les actes unilatéraux qui sont promulgués aussi bien par les États que les organisations intergouvernementales qu'on appelle communément les organisations internationales. Mais si vous vous rappelez bien, je vous ai dit, l'appellation exacte de l'ONU, l'OMC, l'OMS, etc., c'est organisations intergouvernementales. Très bien. Dans ce chapitre, le chapitre 6 de notre programme, consacré aux actes unilatéraux, nous allons voir deux sections. La première section sera dédiée à l'étude des actes unilatéraux étatiques, c'est-à-dire les actes qui sont promulgués, faits, façonnés par les États, alors que la deuxième section sera réservée à l'étude des actes unilatéraux qui sont produits, promulgués et façonnés par les organisations intergouvernementales. Mais commençons tout d'abord par les actes unilatéraux étatiques. Nous allons voir d'abord leurs caractéristiques, qu'est-ce qui les caractérise par rapport aux autres sources, et par la suite, c'est ça le plus important, nous allons voir leurs effets juridiques sur les autres États. Un État qui prend un acte unilatéral, on va voir quelles sont les formes de cet acte unilatéral. Une fois qu'un État a pris un acte tout seul, d'une manière unilatérale, quels seraient les effets sur les autres partenaires, les autres États? D'abord, il faudrait mentionner que dans l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice, si vous vous rappelez bien, cet article, c'est là où on trouve les différentes sources du droit international public. Alors, dans cet article, on ne trouve aucune référence aux actes unilatéraux. Pourquoi? Parce que cette catégorie d'actes, cette source, n'était pas juridiquement née en 1945, la date où on a rédigé le statut de la charte plutôt, le statut de la CIJ et par conséquent la charte de l'ONU. Donc, ce concept n'existait pas. Il va exister, il va apparaître par la suite à travers la CIJ qui va rendre un jugement qui marquera la date de naissance de ces actes unilatéraux. On verra tout ça au cours de cette séance. D'accord. Donc, la pratique internationale montre que cette manifestation unilatérale peut créer du droit qui aura des effets contraignants. Comme je viens de l'expliquer, un État va prendre une décision, un acte d'une manière unilatérale, sans parler avec les autres. Mais cet acte sont négociés avec les autres. Mais cet acte aura des répercussions sur les autres États. À l'inverse du traité ou bien de la coutume, l'acte unilatéral n'est pas le fruit d'une rencontre de deux ou plusieurs volontés. Il n'a pas une origine consensuelle. On n'a pas négocié, on n'a pas discuté, etc. Un État a pris un acte, il a pris une décision.
et cette décision aura des effets sur d'autres États. L'acte unilatéral prend sa source dans l'expression de la volonté d'un seul État, donc c'est ce que je viens de dire, aussi bien soit l'État, soit l'organisation internationale, et par la suite, il crée du droit. Commençons d'abord par les actes unilatéraux. Comment cette source a été créée et quels sont ses effets juridiques? Commençons d'abord par les caractéristiques des actes unilatéraux étatiques. C'est la Cour internationale de justice qui a créé, qui a mis la lumière dans deux arrêts historiques, mais surtout le premier, parce que c'est le premier qui a marqué le déclenchement et la référence à cette nouvelle source, qui date du 20 décembre 1974. Une affaire qui a été soumise à la Cour internationale de justice et qui concernait les essais nucléaires qui étaient effectués par la France, pas dans le territoire de la métropole. Vous savez que la France, il y a la métropole, la France que vous connaissez dans le continent européen. Il y a d'autres territoires qui sont restés sous la colonisation française. En l'occurrence, la Polynésie, la Guyane, etc. Donc, en 1974, l'Australie comme la Nouvelle-Zélande vont déposer plainte devant la CIJ contre la France. Pourquoi la France? Parce que la France a un territoire qui s'appelle la Polynésie. La Polynésie, c'est une sorte d'archipel, plusieurs archipels, plusieurs îles, mais qui sont restées toujours sous la tutelle, sous le contrôle français, et qui existent juste à côté, voilà, juste à côté de l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Voilà, je vous ai pris une carte. Ça, c'est la Polynésie française. Vous avez l'Australie ici, vous avez la Nouvelle-Zélande ici, c'est là, et ça, c'est la Polynésie française. Alors, dans cet espace-là, la France pratiquait des essais nucléaires. Là, je vous ai pris quelques photos. La Polynésie, c'est un territoire sublime pour le tourisme, etc. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, pourquoi? Parce que l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont déposé plainte à cause des essais nucléaires de la France dans son espace qui est la Polynésie française. Ils faisaient des essais nucléaires, mais le problème, c'est qu'il y avait des nuages radioactifs. Donc, aussi bien le territoire australien que celui de la Nouvelle-Zélande était affecté par la poussière nucléaire, par les nuages radioactifs. Et donc, ils ont estimé que la France a violé la souveraineté territoriale de leur pays. Parce que certes, ils pratiquaient les essais nucléaires dans son territoire, mais une fois que l'essai nucléaire est terminé, il y avait des nuages radioactifs qui voyageaient et qui touchaient les territoires de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. C'est la raison pour laquelle ils ont estimé que la France a violé leur souveraineté, qu'ils étaient lésés, qu'il y avait un dommage. La France, à l'époque, a déclaré qu'il ne reconnaissait pas la compétence de la CIJ. La France, avec moi, certes, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont déposé plainte, mais moi, ils ont déposé plainte où? Devant la Cour internationale de justice de La Haye, aux Pays-Bas. Moi, je ne reconnais pas la compétence de la CIJ. Il n'a pas dit qu'il ne reconnaissait pas la CIJ. Il a dit que la France, il ne reconnaît pas la compétence de la CIJ pour trancher ce litige. Mais la réponse de la CIJ était, au moins, on peut dire qu'il était à l'époque surprenante, originale et curieuse, car il va s'appuyer sur des actes unilatéraux contraignants et va déduire de la pratique française quelque chose d'innovant. Qu'est-ce qu'elle va dire? La Cour relève en 1974, lors d'une conférence, que le ministre français de la Défense
avait indiqué qu'il n'y aurait plus d'essais nucléaires atmosphériques. Donc, là, la Cour s'est basée sur quoi? Est-ce que c'est basé sur une convention internationale qui a été signée par la France, dans laquelle il s'était engagé à ne plus pratiquer les essais nucléaires? Non. Est-ce qu'il s'était basé sur une coutume internationale qui interdisait les essais nucléaires et qui était approuvée par la France? Non. Il s'est basé sur quoi? Il s'est basé sur les déclarations verbales du ministre de la Défense française qui avait dit au préalable que la France n'allait plus pratiquer des essais nucléaires. Vous allez me dire, oui, mais ce sont juste des paroles. Non, ce ne sont pas les paroles de n'importe qui. Ce sont les paroles d'un responsable étatique. Et donc, lorsqu'il parle, il engage la responsabilité de son pays. C'est ce qu'elle a dit, la CIJ. Plus que ça, la CIJ ajoute que sa prise de position en tant que ministre de la Défense, donc, elle part du ministre de la Défense, il a dit que le ministre de la Défense n'a pas inventé ces décisions. Non, le ministre de la Défense français, à l'époque, s'appuyait en réalité sur les communiqués de presse qui émanaient de la présidence de la République. À l'époque, le président de la République produisait et publiait des communiqués de presse dans lesquels il affirmait que la France n'allait plus recourir à des essais nucléaires atmosphériques. Résultat, qu'est-ce qu'il a déduit la Cour? Il a dit les déclarations revêtant la forme d'actes unilatéraux peuvent créer des actes, des obligations juridiques. Certes, l'État français n'avait rien signé, n'avait rien approuvé, mais son ministre de la Défense l'avait déclaré, et son ministre de la Défense n'avait pas fait une déclaration d'amateur. Non, il s'était basé sur les communiqués de l'Élysée, de la présidence de la République. Donc, on engage, c'est comme si la France avait signé une convention. La France, à partir du moment où il s'est engagé verbalement à ne plus pratiquer des essais nucléaires, donc la CIJ a considéré que c'est une responsabilité, on doit engager la responsabilité de l'État. L'État intéressé étant désormais tenu en droit de suivre une ligne de conduite conforme à sa déclaration. C'est juste une déclaration, mais c'est pas d'un simple citoyen, d'un responsable étatique, donc ça engage la responsabilité juridique internationale de l'État. La CIJ fait produire à de simples déclarations faites à la presse des effets. Oh, je vous dis ça parce qu'à la base, la présidence de la République, le président français, lorsqu'il distribuait les presse, il ne les envoyait pas à d'autres États, il les envoyait aux journalistes français. Le fait de communiquer avec les journalistes, même en interne, sur une affaire qui peut intéresser la sphère internationale, engage la responsabilité. Et c'est ça ce qui était original. Dès le lendemain du prononcé, c'est-à-dire dès le lendemain de l'arrêt de la décision prise par la CIJ, la France a dénoncé la compétence de la CIJ, ouais, mais c'était son incidence sur la portée juridique de l'arrêt de la CIJ. La France a dit, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit la CIJ, mais c'est une jurisprudence. Et donc, depuis, on a commencé à travailler avec. Donc, si vous voyez bien, cette source n'existait pas dans l'article 38, parce que l'article 38 a été rédigé en 1945. Et quand est-ce que la CIJ a prononcé un jugement? Parce que les actes unilatéraux, c'est une innovation judiciaire. Elle est faite par la CIJ. Donc, il fallait attendre 1974 pour qu'on assiste à la naissance de cette nouvelle source de droit. Depuis, les actes unilatéraux pris par les États peuvent prendre plusieurs formes. Alors, quelles sont les formes avec lesquelles un État peut produire un acte unilatéral? D'abord, la notification.
La notification est un acte par lequel un État porte à la connaissance d'un autre un fait, un point de vue. Je vais te notifier. C'est comme si je vais t'envoyer un mail, ou bien je vais t'envoyer une lettre pour t'informer que telle ou telle, voici ma position par rapport à telle ou telle chose. C'est ça ce qu'on appelle la notification. Il va te notifier, t'informer. La reconnaissance, quel que soit le moyen, parce que je vous ai dit, même le moyen verbal, tu t'engages verbalement. La reconnaissance, la terre, donc, est la manifestation de volonté par laquelle un État considère comme lui étant opposable un fait. Donc, je ne produis pas un fait, je reconnais avoir reçu et accepté un acte d'un autre État. Naissance, une situation, donc lui étant opposable un fait, une situation, une prétention émise par un autre. Exemple, la reconnaissance d'un État. Il y a un État que tu vas reconnaître tout seul. Tu ne vas pas attendre que les autres le reconnaissent, tu vas le reconnaître tout seul. Donc, à partir du moment où tu l'as reconnu, c'est bon. Tu vas reconnaître des liens diplomatiques, commerciaux, etc., etc. Et bien évidemment, l'existence juridique de cet État sur la scène internationale. Et évidemment, la reconnaissance d'un État a d'autres points à respecter. Mais bon, là, on parle du côté de l'État. La reconnaissance d'un gouvernement, parce que je peux reconnaître un État, mais je peux reconnaître juste un gouvernement. Quand est-ce qu'on reconnaît un gouvernement? Par exemple, lorsqu'il y a une guerre civile, comme actuellement en Libye, vous avez deux gouvernements, donc un État, que l'État existe déjà, mais il va reconnaître l'existence d'un gouvernement. S'il y a deux gouvernements, moi je vais reconnaître le gouvernement A, mais je ne vais pas reconnaître le gouvernement B. Comme vous allez trouver un autre État qui va reconnaître le gouvernement B, mais pas A. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a une différence entre la reconnaissance de l'État, l'État avec ses différentes composantes, le territoire, la population et le pouvoir politique. Là, on ne va pas reconnaître le territoire. Le territoire, etc., existe. Je vais reconnaître juste le gouvernement. La reconnaissance de belligérance, ça c'est en état de guerre, etc., etc., etc. La reconnaissance peut être expresse ou tacite, verbale ou écrite. Donc, expresse, c'est-à-dire d'une manière claire, mubashira, etc. Tacite d'une manière implicite. Par exemple, je ne vais pas t'envoyer une lettre pour te dire, voilà, je t'ai reconnu. Un ambassadeur chez toi. Le fait d'envoyer un ambassadeur, je t'ai reconnu d'une manière implicite, indirecte, passive, verbale ou écrite, ça c'est clair. La protestation, là je vais protester contre quelque chose. La protestation rend une situation opposable à l'auteur de la protestation et parce qu'elle rend précaire la situation de l'autre, elle doit être expresse. Qu'est-ce que je vous ai dit? La reconnaissance peut être verbale, écrite, tacite ou expresse. La protestation doit être écrite. Pourquoi? Parce que tu dis à l'autre partenaire, à l'autre État, moi, je ne suis pas d'accord avec ton acte, avec ta décision, la décision que tu as prise, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, l'autre État ne peut pas déduire tout ça, ne peut pas déduire si tu es d'accord ou tu n'es pas. Si tu ne dis rien, est-ce que tu es d'accord? Si tu veux protester, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois écrire. Tu dois lui écrire une lettre, bien envoyer un émissaire avec une lettre pour lui dire, ben voilà, moi, je ne suis pas d'accord avec ta décision, tout simplement. Donc, la protestation ne se déduit pas. Elle doit être expresse, claire, etc. La renonciation, c'est l'abandon par un État d'un droit. Donc, il ne se présume pas non plus, il doit être express, mais il peut résulter d'actes répétés non équivoques. Renonciation, tu renonces à une décision, à une convention entre vous deux. Donc, la même chose, il doit être express et non pas tacite. Quels sont maintenant les effets juridiques des actes unilatéraux? On a vu les actes unilatéraux. Quels sont leurs effets juridiques?
En droit interne, je vous en ai parlé au début de cette séance, un acte unilatéral, par exemple un don, l'hiba, la donation, l'hiba, ne peut produire les effets de droit voulu par son auteur que s'il est conforme aux règles qui s'imposent à lui. Donc, ne peut, par exemple, tu veux donner tout ton héritage à quelqu'un. On sait que dans le droit marocain, comme dans le droit musulman, il faut respecter la règle du tiers. Donc, tu ne peux pas faire ce que tu veux. En droit international, les choses sont un peu différentes. Pourquoi? Parce qu'il appartient à chaque État. Là, il y a le principe de la souveraineté. Il appartient à chaque État d'apprécier pour lui-même si un acte unilatéral d'un autre État est conforme ou non au droit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une juridiction internationale qui exerce une certaine tutelle sur les États, etc. Non, chaque État va faire le tri et va tamiser, quel est l'acte unilatéral de notre État qui est conforme au droit pour moi. Et si donc il peut produire ou non des effets juridiques voulus par son auteur. Là, on laisse qui est le juge pour dire que tel ou tel acte unilatéral est légal, conforme au droit ou non, ce sont les autres États. Pourquoi? Parce qu'on respecte un principe sacré, au moins théoriquement, qui est celui de la souveraineté des États. C'est le cas quand un État s'impose à lui-même par une déclaration, une reconnaissance des obligations par un acte unilatéral. Alors, sans qu'il soit besoin qu'il ait été accepté par les autres États, l'acte sera valide et produira ses effets, obligera l'État. C'est le principe qu'on a vu dans l'arrêt des essais nucléaires. Donc, ça confirme ce que je viens de vous dire, qui va dire que l'acte unilatéral est conforme au droit ou non, ce sont les autres États qui se sentent concernés par cet acte. Toutefois, attention, quand l'acte unilatéral a pour objet de produire des effets contraignants pour d'autres États, ou plutôt risque d'affecter les autres États, cela ne peut être légal qu'en vertu d'une règle de droit international. Pourquoi? Parce que les États sont égaux. Aucun ne peut imposer quelque chose à un autre sans qu'une règle particulière ne le permette. Moi, j'ai reconnu un État. Très bien. Là, il n'y a pas de problème. Ça n'engage que ma propre personne morale. Ça n'engage que l'État. Par contre, si tu vas reconnaître, si tu vas renoncer à un droit, par exemple, l'égalité des États, toi, tu vas dire, moi, je renonce à ce droit. Non, tu ne peux pas renoncer à ce droit sur lequel s'est mis d'accord toute la communauté, entre parenthèses, internationale. Donc, il y a des choses sur lesquelles tout le monde s'est mis d'accord. Tu ne peux pas prendre une position différente par rapport à la tendance générale. Notez bien, en droit international public, il n'existe pas d'autorité, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, notamment juridictionnelle, dont la compétence serait obligatoire et les décisions définitives en droit, et qui pourrait apprécier la régularité et la régularité d'un acte étatique et, en conséquence, décider s'il peut produire ou non. Pas d'autorité hiérarchique pour dire qu'un acte est licite ou non avec autorité de choses légales. Ça revient à dire ce que je viens de vous expliquer. Donc, en absence de cette autorité, les États restent souverains et égaux. Chaque État va apprécier pour lui-même, mais pour lui-même seul. Il ne va pas engager la responsabilité des autres. Moi, j'ai reconnu l'État X. Je ne vais pas imposer aux autres États de le reconnaître. J'ai notifié une position, une prise de position par rapport à tel ou tel acte. Ça n'engage que mon État. Pour chaque acte unilatéral de cette paire, s'il est licite et peut produire des effets de droit voulus par son auteur ou non. Un acte unilatéral d'un État ne sera opposé à ceux qui ne s'y sont pas
opposé. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si tu ne dis rien, bah, normalement, on déduit que tu as accepté. Si tu n'es pas d'accord, tu dois t'opposer d'une manière explicite, claire, ouvertement. Moi, j'ai pris un exemple qui va vous expliquer un tout petit peu, d'une manière plus palpable, plus concrète, les actes unilatéraux. Exemple, la France territoriale a 13 miles marins. On va considérer que le mile ou le kilomètre, même si ce n'est pas la même chose. Donc, la France va te dire, ben, la mer, le territoire maritime qui m'appartient, moi, je vais le fixer à 12 miles. Et invoque une règle coutumière en formation. Il va te dire qu'il y a une coutume en train de se former qui permet à tous les États, à plusieurs États, mais pas à tous les États, de fixer le territoire maritime à 13 miles. La règle, c'est 12. La règle, le principe, c'est 12. Mais la France va te dire, moi, je vois qu'il y a une coutume en formation qui fixe, il y a des États qui veulent fixer leur territoire maritime à 13 miles. Donc, il va rajouter un mile. Les États-Unis vont s'y opposer. Les Américains vont protester d'une manière explicite. Il ne peut pas rester muet, silencieux, et par la suite, ils vont te dire non, 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 nous, on n'est pas d'accord. Il faut, lorsque tu protestes une décision, on l'a vu, tu dois le faire d'une manière explicite. Les Américains refusent de se voir opposer cette fixation. La règle fixant la limite de 12 miles, donc le territoire français maritime ne se fixe que dans la limite de 12 miles et non pas 13. L'année dernière, 13, tu vas rajouter un mile de plus. Donc, à chaque fois qu'il y a un navire, un bateau qui passe dans le territoire maritime, on va voir quand est-ce qu'il demandera l'autorisation. Comment? Pour les États qui acceptent ou sont présumés avoir accepté parce qu'ils ne se sont pas opposés, au bout d'un certain temps, la fixation sera bien celle de 13 miles. Donc, le territoire maritime français sera de 13 miles. À partir du moment où tu rentres dans le territoire maritime qui est de 13 miles, tu dois demander l'autorisation. Donc, les bateaux de ces États doivent demander l'autorisation. Quel État? Les États qui ont accepté ou bien qui n'ont rien dit, qui ne disent mon consent à ce que sur le territoire pour passer la limite de 13 miles. En revanche, pour les Américains, la limite sera toujours de 12 miles. Donc, ils vont arriver à 13 miles, ils ne vont pas demander l'autorisation. Quand est-ce qu'ils commenceront à demander l'autorisation? Lorsqu'ils vont arriver à 12 miles. Là, ils peuvent demander l'autorisation. Pourquoi? Parce que les Américains n'ont pas accepté cet acte unilatéral de la part de la France. La France a voulu délimiter ses frontières à 13 miles. La règle, c'est 12 miles. Je dis attention, ceux qui l'ont accepté, débrouillez-vous. Nous, on n'est pas, ça ne nous dérange pas. Mais nous, les Américains, on vous a dit, nous, on reste contraints par l'ancienne norme qui est de 12 miles. Donc, même lorsque j'arrive en proximité du territoire maritime français, tant que je n'ai pas encore franchi la limite de 12 miles, personne ne me parle. C'est ça la règle. La limitation française est inopposable à ceux qui la contestent. Il ne vaut rien dire, il ne vaut rien, pardon, en droit international. Sinon, tu déclenches un différend. Alors, comment régir un acte unilatéral d'un État? Comment tu vas régir un acte? Un État fait un acte unilatéral, comment tu vas le régir? Deux façons. Un, la protestation ou le rejet, c'est ce que j'ai expliqué. Acte express. La protestation ou le rejet, il ne se déduit pas, il doit être express. Acte express de l'État qui veut réagir face à la prétention d'un autre. Car tout silence d'un État est équivalent à une acceptation, un secours sur la même assemblée. Donc, si tu n'es pas d'accord avec une décision, tu dois le dire d'une manière ouverte et claire. Donc, il faut un acte express en temps utile. Mais si tu vois que
l'État a déjà fait une déclaration, toi tu restes assis pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, et par la suite tu dis je ne suis pas d'accord. Non, il faut un temps utile, un temps logique. Dès que l'État a connaissance de l'acte unilatéral de l'autre, l'acceptation, l'État accepte expressément ou implicitement. Il suffit qu'il ne dise rien pour déduire qu'il a accepté l'acte unilatéral de l'autre. Il lui est alors opposable. Voilà, il a accepté, c'est bon. Il va considérer que l'acte lui est opposable. En droit international, il arrive donc souvent qu'un acte unilatéral d'un État soit à la fois valide à l'égard de certains États, ceux qui l'ont accepté, et invalide à l'égard des autres, ceux qui l'ont protesté, qui ne l'ont pas accepté. Donc, c'est ça la particularité de l'acte unilatéral de l'État. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'on a à dire à propos des actes unilatéraux des États. Là, la séance prochaine sera consacrée aux actes unilatéraux des organisations internationales. Je vous remercie et à bientôt.